Hello, juste pour vous dire que cette vidéo fait suite à la première qui était la partie 1 du bilan culturel du mois de décembre 2021 que je vous laisse aller regarder. Elle porte sur les films et sur les séries que j'ai regardées. Ici, on va parler de livres, de podcasts, d'expositions et de chaînes YouTube. J'espère que la vidéo vous plaira. Je vous laisse regarder. Je commence par les livres. J'ai terminé en décembre Colorado Kid de Stephen King, qui a été une lecture relativement compliquée. On va suivre deux enquêteurs qui ont vécu longtemps sur une île en Angleterre ou aux Pays-Bas, je ne sais plus. Il y a une jeune femme qui va enquêter avec eux par rapport à une affaire qui date d'il y a relativement longtemps, sur lequel il y avait là encore deux autres inspecteurs qui faisaient leurs recherches. Donc on va suivre pendant ce livre très court cette équipe-là. Au début j'étais entraînée, ça m'a un peu déplu, avec beaucoup de pensées sexistes notamment. Et puis au final j'étais plus du tout accrochée et j'ai lu en diagonale pour la fin, donc je vais pas m'éterniser dessus. J'avoue que Carrie avait été une assez bonne lecture, même si dure à certains égards. Maintenant j'ai lu que ces deux-là de lui, donc je ne sais pas quoi penser de cet auteur, dans le sens où je n'ai pas lu des choses qui m'ont semblé vraiment me correspondre. Si vous avez des livres qui vous ont marqué à ce niveau-là, peut-être que vous pourriez me les recommander. Mon père a la plupart de ses ouvrages, donc je sais que je pourrais piocher dans sa bibliothèque, mais j'avoue que c'est pas un auteur vers lequel j'ai envie de me retourner, surtout que je suis pas très friande en fait de son écriture. Je trouve que c'est pas une écriture qui suit bien, mais peut-être parce que les romans d'enquête c'est pas ma came non plus, c'est-à-dire que même les Agatha Christie, j'avais lu Ils étaient 10, ça m'avait pas spécialement plu non plus, donc je pense que c'est plus un style, un genre qui ne correspond pas à mes attentes. Je continue avec un roman graphique que j'ai terminé, que j'avais commencé cet été, mais étant donné qu'il était chez mes parents à chaque fois, je prenais pas le temps de le lire. Il s'agit du dernier tome de l'Arabe du futur de Riyad Sattouf, le tome 5, où on va encore suivre Riyad entre deux pays, dans le sens où il ne retourne pas chez son père, mais la figure de son père est à nouveau traversée comme les tomes précédents. Je vais pas m'épancher parce que c'est une suite et que de fait si je vous racontais je révélerais toute l'intrigue qui s'est passée antérieurement. C'est vraiment un roman graphique qu'il faut découvrir. J'adore l'histoire de Riyad, j'adore l'histoire de ce garçon qui est en manque d'assurance et qui essaie de s'imposer au milieu de cultures, et c'est intéressant de voir au fur et à mesure des tomes, et d'autant plus ici, la différenciation entre ces deux pays dont il fait partie aussi. J'ai encore une fois voulu lire la suite à l'instant T, mais elle n'est toujours pas parue, donc j'ai hâte qu'elle soit publiée. En attendant, il y a le jeune acteur que je lirai parce que je l'ai offert à mon père à Noël. Ensuite, je vais vous parler de deux nouvelles. La première étant une œuvre de Balzac. Il s'agit du chef-d'œuvre inconnu. On va suivre un jeune homme qui se veut devenir peintre, monsieur Nicolas Poussin. Alors Poussin c'était un peintre qui a réellement existé, mais donc Balzac s'est inspiré de sa figure pour écrire cette œuvre-ci. Ce jeune Nicolas Poussin va rendre visite à un peintre illustre qu'il admire, que tout le monde semble admirer en bonne société, mais je crois que personne ne l'a vu peindre vraiment l'œuvre qu'il fera et qui fait toute sa vie, qui est le portrait d'une femme qu'il effectue depuis 10 ans. Très inspiré de peindre sa muse lui-même et d'apprendre, de se mettre aussi, il lui propose de peindre sa propre femme aimée. Le peintre va accepter, non sans idée derrière la tête, et on va suivre cette histoire. Étant donné que c'est une nouvelle, je ne m'épanche pas non plus. Il était très désenchanté sur son temps, sur la société, sur la bonne société surtout, et sur les artistes qui l'ont entouré. Le fait qu'il s'inspire de Poussin pour écrire cette œuvre-ci, c'est pas anodin. Et on sent qu'il y a cette critique-là qui est faite à l'art pictural aussi. Au-delà de la littérature dans laquelle il a prouvé son talent. Deuxième œuvre courte que j'ai lue, il s'agit d'un monologue de Tchekhov. Tchekhov, je ne l'ai jamais lu. Je cherchais des textes courts parce que effectivement j'étais dans Colorado Kid, mais j'étais aussi dans Real Estate et j'écoutais Changer l'eau des fleurs de Valérie Perrin. Et je me suis remise au deuxième sexe de Simone de Beauvoir, tome 2. Donc
c'est sûr que j'avais plusieurs livres en même temps et il me fallait quelque chose de court pour me dire enfin je lis quelque chose que je termine ce mois-ci, je peux vous en parler. Et je suis relativement frustrée de ne jamais avoir autant d'œuvres qu'avant à vous présenter. Je lis beaucoup moins qu'avant, ma lecture est beaucoup plus compliquée, beaucoup moins accrue et fréquente, mais j'aime toujours autant ça et j'espère que vous le ressentez toujours. Quoi qu'il en soit, les méfaits du tabac, je sais même pas comment dire, c'est puissant de bêtises. Il peint aussi les relents du mariage et tout ce qui est détestable dans un mariage. Je l'ai écouté en livre audio à côté du texte que j'avais, qui est très très court. Franchement, je vous conseille de lire ça. Même l'entendre, étant donné que c'est un monologue, c'est extrêmement agréable. Et avoir les deux, avoir l'intonation, avoir les textes écrits, ça prend d'autant plus d'ampleur et c'est d'autant plus plaisant. J'en ai terminé avec les livres. Je vais juste évoquer Télérama, auquel je me suis abonnée en tout numérique. J'en suis extrêmement satisfaite. J'étais abonnée au Cahier du cinéma gratuitement grâce à mon université, mais l'abonnement se termine parce que je suis en césure. Donc, je me suis dit, étant donné que Télérama proposait une offre moins chère pour les jeunes, que j'allais continuer à suivre de la presse culturelle. Télérama fait une offre pour les moins de 26 ans à 18 € ou 16 € les 6 mois. Soit vous payez d'un coup, soit vous payez à chaque fois. On a l'offre de tout leur site. On n'a pas la VOD, mais on a le programme télé, on a le ciné, on a les livres, les podcasts, la musique, il y a aussi la politique. En fait, il y a tout le site de cet abonnement tout numérique. Je trouve ça vraiment chouette qu'ils fassent une offre beaucoup moins chère pour les jeunes parce que c'est vrai que la presse, bien qu'elle se soit numérisée, il y a vraiment une perte de public à ce niveau-là et ils essayent de pallier ça et je trouve que pouvoir étendre la culture à une population qui n'a pas forcément les moyens de le faire en règle générale, c'est d'autant plus intéressant. Je passe au podcast. J'ai découvert, ou du moins j'ai redécouvert étant donné que je m'étais pas penchée dessus, Le Goût du M, qui est un podcast du Monde où ils interviewent des artistes. Notamment ce matin j'ai écouté Jane Birkin, mais il y a aussi Riyad Satouf, Laure Adler, ils ont sorti Juliette Armanet, il y a Le Goût du M dans le sens son appartement, parce que les journalistes se rendent dans leurs appartements, ils parlent de leurs aspirations, de leur vie, de leur carrière, ils parlent de leur enfance, donc ils reviennent aussi sur leur famille, ils parlent de leur intérieur, ils parlent de leur goût au sens gustatif du terme, de leur goût artistique, de leurs évolutions aussi, de comment ils se perçoivent maintenant, et pour certains ce qu'il y a à venir. C'est des gens qui font l'actualité, c'est une nouvelle manière de les traiter de la part du monde, et j'aime beaucoup ce podcast qui est très intime et à la fois toujours aussi journalistique, donc je vous incite à écouter cela, surtout que les épisodes sont vraiment chouettes en règle générale, c'est très bien monté, il y a une bonne qualité de son. Je vais juste revenir sur un album dont tout le monde a parlé parce qu'il est sorti ce mois-ci. Il s'agit du dernier album de Angèle. J'avoue que le premier album de Angèle m'avait plus en plus, du moins je m'en étais très vite lassée parce que je trouvais qu'il y avait une hétérogénéité dans les titres mais qui permettait pas à l'ensemble de créer quelque chose de notable au sens que j'écouterais encore aujourd'hui, c'est-à-dire que c'était un moment dans ma vie où je l'écoutais, mais ce ne sont pas des chansons qui vont me suivre au fur et à mesure du temps. Là, je ne sais pas si ça sera le cas aussi, mais j'avoue qu'il y a une puissance dans les textes qui n'était pas là au premier abord, qui me plaît d'autant plus, je trouve qu'elle prend beaucoup plus d'assurance, beaucoup plus d'empreinte dans ce qu'elle présente. Donc je vous incite à aller écouter ça, j'ai beaucoup aimé Bruxelles je t'aime et je retrouve quelque chose que je retrouvais déjà chez les Belges que j'ai connus, une mixité sociale, une mixité culturelle qui est hyper présente dans la ville de Bruxelles et dans le pays en règle générale, même si comme en France beaucoup de courants qui sont encore très traditionnels. Je trouve qu'Angèle, elle représente énormément la culture belge dans sa pluralité, dans sa jeunesse. Elle porte ce message qu'elle a très bien retranscrit ici. Elle parle aussi des violences faites aux femmes, de la nécessité de parler, de hausser le ton. Je pense que vous pouvez y trouver votre compte plus que dans le premier album si il n'a pas été d'autant plus marquant pour vous. Je passe aux chaînes YouTube. Alors je veux juste noter la présence de Galatée dans ce bilan culturel parce qu'elle est revenue avec parcimonie, mais elle est revenue
relativement souvent les premières semaines, les premiers jours de décembre, elle a décidé de faire des bookmas. Donc elle présentait un livre qu'elle lisait par jour en décembre. Ça m'a fait plaisir de regarder ces vidéos en fin de journée. Ces vlogmas m'ont manqué, j'ai trop hâte. Donc s'il vous plaît, faites revenir Galatée en lui donnant l'agrégation dès maintenant. J'ai retrouvé énormément de goût à regarder les vidéos de Jack and the Books. Donc c'est Jack Edwards sur sa chaîne principale. Et là c'est sa seconde chaîne où il fait des choses plus random. Il fait notamment des vlogs parce qu'il vit à Paris actuellement. Il est prof de langue à Paris. Il a fait beaucoup de vidéos notamment sur ses meilleures lectures, des vidéos classiques de Booktube. Mais il y a certaines vidéos qui m'ont d'autant plus marqué. Ça m'a donné des idées pour faire des vidéos moi-même, pour m'inspirer ou pour vraiment reprendre le concept de certaines de ces vidéos, mais je trouve ça tellement intéressant la façon dont il traite ça. Je suis pas toujours d'accord avec ses choix, avec ses goûts, mais je trouve qu'il a une qualité, une éloquence dans ce qu'il propose, dans ce qu'il montre. Donc si vous ne vous êtes pas encore penché sur son contenu, même si c'est en anglais et que vous n'avez pas forcément l'habitude de regarder des vidéos en anglais, je vous incite à aller regarder son contenu sur sa chaîne principale et sur cette chaîne-ci. Après, je reviens sur une créatrice dont je suis le contenu depuis quelques temps, mais je vous en ai jamais parlé parce qu'on n'a pas les mêmes lectures en règle générale. Ce mois-ci, elle a sorti des vlogmas et il s'agit de C'est ma chaîne. Donc elle a fait des vlogmas tout le mois de décembre, elle vit à Lyon, elle a fait des études de cinéma dans le montage. Et actuellement, elle cherche un emploi, il me semble. Elle a là encore beaucoup de vlogs sur sa chaîne, du lifestyle, mais elle parle aussi énormément de livres. Même si on a des lectures vraiment rigoureusement différentes, elle a une approche qui est tellement bien, tellement cosy, tellement réconfortante que ça me fait toujours plaisir de la suivre dans son quotidien. Je vous incite à aller regarder son contenu parce qu'elle s'améliore de plus en plus et on sent qu'elle y donne du cœur et ça fait toujours plaisir de voir des gens comme ça. D'autant plus que vous pourrez peut-être trouver votre compte dans ce qu'elle lit, qui est plus du young adulte, ado, new adult. Et enfin, je reviens sur les deux expositions que j'ai vues ce mois-ci. La première a été un véritable coup de cœur, qui a été l'exposition à l'Institut pour la photo de Lille. Je vous en ai parlé dans un vlogmas, il me semble que c'était le premier. Sur une journée, je me suis rendue à Lille pour voir cette exposition et je n'ai pas été déçue. Ils ont repris des archives de Agnès Varda, mais j'ai pu y découvrir aussi le travail de Bettina Reims, pour lequel je suis tombée totalement en amour. C'est scandaleux, c'est trash. Elle a glorifié des figures de la pop music, de la culture actuelle. Elle a représenté Madonna aussi dans des décors très particuliers, très rouges, très colorés. Il y a beaucoup de collages aussi. Je vous incite vraiment à aller voir son travail parce qu'elle se démarque beaucoup et à la fois je trouve qu'on peut recouper son œuvre avec d'autres photographes qui ont totalement changé les codes qu'on pouvait voir, qui ont utilisé le sexuel, le sensuel, le trash comme objet d'art et elle réussit vraiment son œuvre. J'ai adoré aussi parce qu'il y avait une salle, la première, qui m'a beaucoup marquée, qui était une réalité virtuelle. On s'asseyait sur des sièges en bois au milieu d'une salle et on avait notre casque de réalité virtuelle. Alors j'ai fait le baptême et on pouvait voguer dans son appartement. C'est la première fois que je fais ça. Je trouve que c'est encore plus intéressant de voir dans une expo les volumes, quelque chose qui est en 4D, un appartement dans lequel on se plonge. Ça change totalement de ce qu'on voit en règle générale des tableaux de l'intérieur, même si c'est très inspirant aussi. C'est une expérience tellement différente de d'habitude et j'ai trouvé énormément de goût. Je note aussi parce que vous savez sûrement que c'est une artiste que j'aime énormément. Je connaissais pas du tout sa photo. Il y avait Agnès Varda. Et à la base, je venais pour ça. J'ai adoré ce qu'elle représentait. On retrouve beaucoup des décors qui étaient et qui sont dans Les plages d'Agnès, que je vous incite à regarder, qui est l'un de mes films préférés de son œuvre. Elle représente ça avec beaucoup de poésie, là encore avec beaucoup d'attachement à là où elle a grandi, à là où elle se nourrit aussi de visuels. On retrouve toute la photographie au sens l'image qu'elle met dans ses films, avec de très beaux contrastes, avec de belles plages qu'elle représente, de beaux paysages, et ça m'a fait plaisir de la revoir sur d'autres aspects que le cinéma.
et de découvrir cette partie-là de son œuvre. Deuxième exposition, et là je vais faire beaucoup moins d'éloges, j'en aurais aussi parlé dans un vlog, mais j'ai vu l'exposition Viviane Meyer, qui se terminait début janvier au musée du Luxembourg. J'ai entendu parler de cette exposition maintes et maintes fois et je voulais absolument la voir. Il faut savoir que je n'habite pas à côté du jardin du Luxembourg. Ça m'a mis environ une demi-heure, ce qui n'est pas énorme, hein, on est d'accord. Donc je me rends au musée du Luxembourg, tarif réduit 9 €. Il était 15h30, je suis sortie à 16h, 16h15, 9 €. Il y avait 3 salles. Je nie pas le talent et la beauté de ce qu'elle a représenté, mais alors c'est cher payé en tarif réduit pour une expo si courte. Ça les a pas valus. Il y avait beaucoup de monde, mais ça après c'est pas la galerie qui fait que. C'est une femme qui n'a pas du tout été connue de son vivant. C'est quelqu'un qui a été trouvé en vente aux enchères dans son appartement, qui était laissé plus ou moins à l'abandon après sa mort. Et il y avait des cartons, des endroits de son appartement avec beaucoup de ses photos. Donc la personne qui a acheté ce mobilier, qui a acheté tout ça, a décidé de mener son enquête pour retrouver la propriétaire, la créatrice de ses œuvres, et il a vu que c'était Viviane Meyer. Il s'est fait son business dessus. C'est lui qui possède toutes ces photos. C'est lui qui a organisé cette exposition. Et moi ça me pose aussi question parce que c'est à nouveau faire de l'argent sur une figure, une femme, une artiste sans qu'elle se soit perçue comme telle après sa mort. Moi ça me dérange aussi sur cet aspect-là. Mais ça je l'ai appris juste avant d'y aller, si c'est pas dans le trajet. Étant donné que j'étais déjà en route, j'ai décidé de m'y rendre pour m'y faire mon propre avis. J'ai beaucoup aimé son travail. Je trouve que sa vision des rues, ses photos de foule, de personnes dans les rues sont hyper touchantes dans le naturalisme qu'elle représente, dans les tranches de vie qu'elle représente sans en dire plus. J'aime son travail en soi, mais le fond de commerce qu'elle est devenue me déplaît énormément. D'autant plus que l'exposition était relativement courte, qu'il y avait des gens qui parlaient très fort et il y avait beaucoup de groupes. Je vous incite quand même à aller voir ce qu'elle a fait pour vous donner plus amplement des idées sur son œuvre. Elle a beaucoup joué avec des reflets, avec son image, elle a beaucoup joué avec des miroirs, avec des jeux visuels. En étant une amatrice, elle a quand même énormément de talent sans avoir eu de cours avant et c'est très agréable de se dire qu'elle a appris toute seule et qu'elle a réussi à mettre ça en œuvre, c'est assez impressionnant. Mais encore une fois, tout l'argent qui s'est fait derrière avec son image me déplaît beaucoup. J'en ai terminé pour le mois de décembre, j'espère que ce bilan culturel vous a plu. Si c'est le cas, je vous laisse aimer, commenter, venir voir mes réseaux sociaux, venir me parler sur Instagram. On se retrouve très vite dans une autre vidéo et puis je vous dis à très bientôt. Allez, ciao!